6 ans, presque jour pour jour, après la mise en œuvre du Brexit, le paysage politique britannique est en pleine recomposition. Le Parti conservateur, pilier historique du bipartisme outre-Manche, s'effrite, miné par les divisions et les échecs post-Brexit, tandis que Reform UK, formation de droite radicale dirigée par Nigel Farage, capte une part croissante de son électorat et de ses élus. Selon la BBC, 22 anciens députés conservateurs ont déjà rejoint Reform UK, parmi lesquels plusieurs figures emblématiques du camp pro-Brexit proche de Boris Johnson. Cette dynamique signe-t-elle la disparition du bipartisme britannique? Bonjour Pauline Schnapper. Bonjour. Vous êtes professeur de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Il faut nous expliquer ce qu'est ce parti Reform UK créé en 2018. Alors il a été créé en 2018, mais il a en réalité une longue histoire. Il a pris la relève du parti UKIP, créé lui dès les années 90 au moment du traité de Maastricht, donc qui remonte loin et qui plaidait déjà pour la sortie de l'Union européenne. Et celui qui fait le lien entre les deux mouvements, c'est Nigel Farage, qui a été longtemps leader de UKIP et qui a joué un rôle majeur dans le référendum de 2016 sur le Brexit. Et donc Reform, ça n'est que le dernier avatar de ce mouvement de droite radicale, populiste, anti-européen et anti-immigration. Voilà, qu'est-ce qu'ils réclament? Quel est leur programme en substance? Alors, le programme n'est pas toujours très, très clair, comme c'est le cas pour beaucoup de partis populistes qui sont surtout des partis anti, plutôt qu'ils ne développent des programmes très, très sophistiqués, disons. Donc le sujet essentiel aujourd'hui, ça n'est plus, comme ça a été dans le passé, l'Union européenne, mais c'est l'immigration, surtout, qui est vraiment le terreau sur lequel prospère Reform aujourd'hui. Mais il a aussi d'autres dimensions que l'on retrouve dans d'autres partis du même type en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire le côté guerre culturelle, enfin anti-woke, anti-environnement. Alors il est ambigu sur la question du réchauffement climatique, mais C'est-à-dire? c'est-à-dire qu'il est moins clairement dans la négation du réchauffement climatique que ne peuvent l'être des gens comme Trump, mais sur le plan des politiques, ça revient un petit peu au même, c'est-à-dire qu'il refuse absolument tout ce qui relève de la transition environnementale, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de l'automobile, etc. Donc de ce point de vue-là, il est proche, très proche des mouvements trumpistes, Mais disons. alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que Reform UK semble avoir le vent en poupe en Angleterre, alors même que beaucoup d'Anglais semblent regretter le Brexit. Tout à fait, c'est le paradoxe et c'est la preuve que d'une part que les Britanniques ne s'intéressent plus vraiment au Brexit, qui n'est beaucoup moins dans l'actualité qu'il ne l'a été dans le passé, et surtout que ce parti a réussi à remobiliser sur d'autres sujets, essentiellement donc l'immigration, qui est une espèce d'obsession collective Mais c'était au déjà Royaume-Uni. le cas à l'époque du C'était Brexit. déjà le cas, absolument, au moment du Brexit. On a même évalué que le résultat du référendum, donc la courte majorité en faveur de la sortie du Brexit, était pour une large part due non pas à l'Union européenne en tant que telle, mais essentiellement à l'immigration. Ça a été vraiment le sujet sur lequel les électeurs se sont mobilisés et qui explique pour une bonne, enfin en très grande majorité ce vote. Donc l'immigration, c'est un peu le fil rouge depuis une vingtaine d'années maintenant, qui explique la montée de ces partis, UKIP puis Reform. Le discours, c'est l'islamisation croissante du pays. Oui, alors au moment du Brexit, c'était pas ça, puisque c'était contre l'immigration européenne, qui était liée à l'élargissement de 2004 et qui avait conduit, cet élargissement avait conduit à un afflux d'immigration européenne. Donc à ce moment-là, c'était surtout contre l'immigration européenne. Mais depuis, évidemment, il y a eu beaucoup moins d'immigrés en provenance du continent. En revanche, il y a eu une immigration légale
importante en provenance du reste du monde. Je dis bien légale, donc sur fond de visas de travail accordés notamment par le gouvernement Johnson. Et puis, bien sûr, il y a ce qui est encore plus visible, qui sont les fameuses traversées de la Manche, les small boats, cette immigration irrégulière, ces demandes d'asile, qui est évidemment extrêmement médiatisée et qui continue de donner lieu à une médiatisation intense de la part d'une bonne partie de la presse, notamment britannique. Mais alors, lorsque l'on entend des expressions comme Londonistan, est-ce que ce sont des expressions qui sont aujourd'hui au cœur du débat politique britannique? Alors non, beaucoup moins qu'aux États-Unis. On a vu des attaques permanentes de Donald Trump qui se focalise sur la ville de Londres en Mhm. particulier et qui attaque de façon régulière le maire actuel de Londres, Sadiq Khan. Là, pour le coup, c'est vraiment plus une influence, je dirais, externe, relayée par des mouvements comme celui de Tommy Robinson, qui est de vraiment l'extrême droite pure et dure, si je puis dire, qui est encore à la droite de Farage. Un petit peu moins par Farage lui-même. Mais son électorat est très vraisemblablement réceptif à ce genre de discours. Bon, et en tout cas, ça marque une inflexion dans l'histoire du Parti conservateur, Pauline Schnapper. Ah, le parti conservateur d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à il y a encore 10 ans. Il s'est vraiment effondré aux élections. On l'a vu aux élections de 2024. En réalité, son impopularité remonte même aux années de Boris Johnson, 2022 en gros, hein. C'est le moment où vraiment ça a basculé et où une bonne partie de son électorat et, comme vous l'avez dit, quelques-uns de ses élus, pour des raisons d'opportunisme électoral, ont fui vers Reform. Donc c'est au sein de cette droite britannique qu'on voit une reconfiguration au détriment du Parti conservateur et en faveur de Reform. Bon, et ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de transfuges conservateurs pour Reform C'est UK? vraisemblable, puisque les sondages ne donne plus que moins de 20% pour l'instant d'intention de vote au Parti conservateur, alors qu'en Reform est à 28%. Donc il y a beaucoup d'élus conservateurs au niveau local et au niveau national qui craignent de perdre leur siège et sont donc tentés de rejoindre Reform en se disant qu'ils auront plus de chances de conserver leur siège. Et alors, la gauche, que fait-elle pendant ce temps-là? La gauche, alors là encore, la gauche est maintenant plurielle, ce qui n'était pas le cas dans la tradition britannique du bipartisme. Le Parti travailliste au pouvoir est en grande difficulté, là encore, dans les sondages. Alors, on est qu'en début 2026, il n'y a pas d'élection législative en vue pour l'instant, donc il faut rester prudent sur ces sondages, les choses ont le temps de changer. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement de Keir Starmer est très impopulaire. Et les partis de gauche qui ont en ce moment le vent en poupe dans les sondages, relativement, hein, derrière le Parti travailliste, mais qui ont grimpé dans les sondages, c'est le Parti vert, qui est nettement plus à gauche que le Parti travailliste, et dans une moindre mesure, les libéraux-démocrates, le Parti centriste. Et ça, est-ce que ça marque donc là aussi un véritable combat politique, ou bien la gauche estime-t-elle avoir d'autant plus perdu qu'elle est divisée, Pauline Schnapper? Ah non, 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 rien n'est perdu, ne serait-ce qu'à cause du mode de scrutin majoritaire à un tour, où il suffit d'arriver en tête dans une circonscription pour être élu. Donc, disons que le jeu est beaucoup plus ouvert que ça ne pouvait être le cas jusqu'à il y a quelques années, où on avait vraiment un système à deux partis. Aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche, on a au minimum deux, voire parfois trois partis qui peuvent, sinon avoir une majorité, en tout cas avoir un nombre conséquent d'élus. Donc le jeu est entièrement ouvert et pour les travaillistes, tout l'enjeu va être d'essayer de reconquérir cette popularité avec Starmer ou avec un autre leader, Et peut-être. la personnalité de Jeremy Corbyn, peut-être quelques mots pour nous le Ah, Corbyn présenter. a disparu du paysage médiatique, enfin quasi disparu. Il a refait une tentative avec la création d'un nouveau parti, mais qui a beaucoup de mal à décoller, même sur le plan de l'organisation, qui est d'ores et déjà divisé entre enfin, les deux personnes qui se voudraient leaders. Donc pour l'instant, il n'y a pas de menace de ce côté-là. Disons que les électeurs de gauche déçus du Parti travailliste se tournent plutôt vers le Parti vert pour l'instant.
Et tout cela témoigne d'un pays qui aujourd'hui est en proie à des interrogations, puisque l'après-Brexit est quand même une période très particulière, Pauline Schnapper. L'après-Brexit est très morose, assurément d'un point de vue économique, essentiellement, avec une croissance qui est très très faible, des problèmes, de gros problèmes d'investissement public, une dette budgétaire qui n'a rien à envier à la nôtre, et donc des contraintes budgétaires très fortes, en même temps que des attentes des électeurs en faveur d'investissements dans les secteurs publics que le gouvernement Starmer n'est pas vraiment en capacité de produire. Donc l'humeur est plutôt sombre. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de l'Angleterre, vous qui travaillez dessus? Est-ce que cela signifie qu'elle va s'éloigner de plus en plus de l'Europe, mais dans le même temps, il y a la présence de Donald Trump qui rend les choses compliquées là aussi? Oui, non, on est sorti de l'humeur de l'immédiat post-Brexit où Ah oui, le gouvernement conservateur ne pensait qu'à une chose, c'était à montrer combien il était différent, il ouais. s'éloignait, il allait faire les choses autrement et tellement mieux que les Européens. On est complètement sorti de cet état d'esprit-là, notamment depuis le retour des travaillistes en 2024. Donc l'heure est plutôt au rapprochement, mais timide, très très lent, très progressif, en direction de l'Europe, sur fond bien sûr de guerre en Ukraine et de Trump. Mais ça veut dire que cette guerre en Ukraine, elle provoque un ancrage européen supplémentaire. Alors, Il n'y a plus de réflexe d'insularité. sur la sécurité, oui. Il faut quand même se rappeler que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, mais pas de l'OTAN, et que dans l'esprit des gouvernements britanniques, le principal pourvoyeur jusqu'à il y a quelques mois de sécurité en Europe, c'était pas l'Union européenne, c'était l'OTAN. Et donc, dans leur esprit, il n'y avait pas forcément d'opposition entre sortir de l'Union européenne et rester ancré dans la défense de la sécurité du continent. Mais évidemment, avec le retour de Trump, toutes ces questions reviennent à l'ordre du jour, et il y a peut-être enfin un vrai débat sur jusqu'où doit-on aller dans le rapprochement sur les questions de sécurité et de défense avec l'Union européenne. Merci beaucoup. Pauline Schnapper, je rappelle que vous êtes professeur de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Dans quelques